Chapitre 3. Le soleil s'apprêtait à disparaître derrière la montagne lorsque, à la vue d'un groupe de cavaliers qui s'approchait de la grande Reima, les domestiques s'empressèrent de reprendre leurs tâches. « C'est notre maître Gaïd Brahim qui revient de sa partie de chasse », me dit Babaï. « Retourne dans ta chambre et reste-y jusqu'à ce que l'on vienne te chercher. » La nuit tomba et avec elle le chahut de la journée. On n'entendait que le bruit feutré des pas dans l'obscurité, accompagné de chuchotements. Les chiens n'aboyaient plus. Aucun hennissement ne troublait la quiétude des stalles. Le nez contre la vitre, je contemplais le dehors. Des lumignons frissonnaient au fond des guitounes. Ça et là, des silhouettes spectrales vaquaient à leurs occupations, une lanterne à la main. On m'apporta un repas, des tranches de viande rôtie servies sur un plateau tapissé de feuilles de laitue et garni de rondelles d'oignons rouges, un pain frais qui fleurait pont le four banal, une assiette de couscous ruisselante de miel et des fruits juteux. J'avais tout ingurgité. Je ne me croyais pas capable d'une telle boulimie, mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour tempérer mes angoisses. Cette profusion d'égards et de générosité ne me disait rien qui vaille. C'était trop beau pour ne pas susciter en moi 1000 interrogations dérangeantes. On revint débarrassé, en silence. Les plats disparurent sans un cliquetis. Des napperons propres recouvrirent la table. Personne ne m'adressa la parole. Au moment où je songeais à me mettre au lit, un valet me somma de le suivre. Il me conduisit à travers un long corridor, me fit gravir un escalier, me poussa dans une salle immense et se retira. J'attendis. Debout, au milieu de banquettes capitonnées, entre une gazelle empaillée et une selle brodée. De part et d'autre de la fenêtre se dressait une horloge à pendule dans son armure en bois et un gigantesque samovar aux anses enrobées de peau de léopard. Gaïd Brahim surgit d'une porte dérobée. Il était grand, large d'épaules, les yeux soulignés au col et la barbe taillée avec soin. Je l'imaginais plus vieux, acariâtre et violent. Je me trompais. L'homme était jeune, à peine la cinquantaine, le teint radieux et le sourire bienveillant. Il portait une robe en soie aux manches tressées qu'une épaisse écharpe rouge ceinturait, un pantalon turc immaculé et des bagues imposantes aux doigts. Il n'était pas très beau, mais il arborait un certain charme que son charisme de seigneur imposait comme une évidence. « Tu as mangé ?» J'acquiesçai. « Bien, » fit-il, sans me quitter des yeux. « Ta chambre te plaît ?»« Oui, Sidi. »« Bien. » Il s'approcha de moi. Son parfum m'étourdit presque. Il posa ses mains translucides sur mes épaules. J'eus le sentiment qu'il m'enfonçait un cran dans mon corps. Son regard plongea au plus profond du mien. « On s'est bien occupé de toi. »« Oui, Sidi. » Il me poussa gentiment vers une sorte de trône revêtu d'étoffes précieuses. « Est-ce que je te fais peur ?»« Non, Sidi. »« Alors tiens-toi droit. » Il s'installa confortablement sur le trône, posa ses bras sur les accoudoirs à la manière d'un khan surplombant sa cour et se remit à me dévisager. « Sais-tu pourquoi je t'ai convoqué ?»« Non, Sidi. » « Personne ne sait pourquoi tu es là. Et personne ne doit le savoir. Mes serviteurs sont sûrement en train de se poser un tas de questions à ton sujet. Ils n'en sauront rien. Ce qui nous réunit ce soir dans cette pièce restera dans cette pièce. Ce sera notre secret. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, Sidi. Répète voir ce que je viens de te dire. Ce qui nous réunit ce soir dans cette pièce restera dans cette pièce. Et qu'est-ce qu'un secret? Une parole d'honneur, Sidi. Pas vraiment. Un secret est plus que ça. C'est un serment que rien ne doit rompre. Un serment que rien ne doit rompre, Sidi. Bien.
Tu dois toi aussi te poser un tas de questions, n'est-ce pas? Je ne répondis pas, par précaution. C'est ton droit de te demander ce que tu fais là, au beau milieu de la nuit, en tête-à-tête avec le caïd qui n'accorde ce privilège qu'aux notables et aux courtisans. Du doigt, il me fit signe d'avancer au plus près de l'estrade sur laquelle se dressait le trône. Tu es là, parce que tu le mérites. Tu es l'un des rares jeunes hommes sur mon territoire à savoir lire et écrire. Si je l'avais appris plus tôt, je t'aurais envoyé au collège. On n'y accepte pas les enfants des musulmans, mais il y a des exceptions. Il lissa sa barbe, en m'acculant du regard, à l'affût de ce qui pourrait me traverser l'esprit. Ton mérite ne s'arrête pas là. Tu possèdes surtout une qualité que les autres n'ont pas. La noblesse de l'âme. Si la Providence n'a pas daigné te faire naître sous une grande tente, elle ne t'empêche pas d'en incarner les vertus. Et tu es vertueux, Yassine, fils de Salam. Tu es brave, honnête et obéissant. Un vrai fils de son père. On reconnaît le vrai fils de son père à l'amour qu'il nourrit pour sa famille, pour sa tribu et pour sa nation. Je sais que tu n'hésiteras pas à te sacrifier pour les tiens. Je baissai la tête, confus. Il posa le menton dans le creux de sa paume, parut réfléchir, se tourna vers les portraits de deux patriarches accrochés au mur entre deux cimetères damasquinés, puis vers la selle brodée, revint sur moi. Je règne sur toutes sortes d'individus, et j'ai appris à distinguer le bon grain de l'ivraie. Mon statut l'exige. Un seigneur ne doit rien laisser au hasard. Sa méfiance est son talisman. On ne sait jamais à qui on a affaire, quelle morsure mortelle s'embusque derrière le sourire, ni quelle trappe a creusé sous tes pieds celui qui te déroule le tapis. Mais je ne vois pas que le mauvais côté des choses. La suspicion n'est pas toujours bonne conseillère. À la longue, elle finit par t'isoler avant de te dresser contre toi-même. Je sais qu'il y a des gens loyaux qui sont prêts à mourir pour moi. Et je suis persuadé que tu en fais partie. J'ai toujours été loyal, Sidi. Il me montra les portraits des patriarches. Deux vieillards austères, posant pour la postérité, le front volontaire et la poitrine bardée de médailles. Sur la gauche, mon grand-père, dit-il avec fierté. Gaïd Ammar Boussaïd, mort à 93 ans. Il a fait la guerre de Crimée à l'autre bout du monde et a mené les fameux Turcos jusqu'aux portes de Sébastopol sans jamais battre en retraite. Sur la droite, mon père, Gaïd Saad-Eddin Boussaïd, le premier musulman à avoir décroché la Légion d'honneur. C'est l'empereur des Français, Napoléon III en personne, qui la lui a remise. Les autres médailles, il les a obtenues sur les champs de bataille durant la guerre de 1870. Chaque fois que je lève les yeux sur ces deux cadres, je regrette de n'avoir été qu'un marmot pendant que mon progéniteur prenait d'assaut les citadelles et semait la débandade dans les rangs ennemis. J'ai espéré, à mes 20 ans, qu'un conflit s'embrase quelque part pour que je puisse moi aussi tailler mon épopée à coups de sabre dans la chair de mes adversaires. Le destin en a décidé autrement. Et qui peut forcer le destin ?